Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'instruction en famille, vous le savez, est une liberté fondamentale que la loi la loi confortant le respect des principes de la République, adoptée en 2021, est venue remettre en cause sous couvert de lutte contre le séparatisme. Commençons avec un constat, 97% de contrôles positifs en 2020. Et en 2022, plus de 90% de refus pour certaines académies. Cette loi promettait pourtant de protéger les familles qui font bien l'école à la maison et de ne s'attaquer qu'aux dérives. Et finalement, c'est bien l'inverse dans les faits qui se produit. Pour garantir l'exercice de cette liberté dans le respect des choix parentaux, conformément donc au principe constitutionnel de la liberté d'enseignement, cet amendement propose de revenir à une formulation simple. Dans un souci de simplification administrative, une autorisation de plein droit est prévue pour les familles ayant fait l'objet donc d'un contrôle positif l'année précédente. Ainsi, cet amendement propose de simplifier son régime de mise en œuvre pour qu'aucune famille ne soit la victime collatérale de la défaillance de l'État dans sa lutte contre le séparatisme. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui assouplit les conditions d'enseignement en famille, tout en maintenant les autorisations. Donc c'est un avis favorable. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Madame la présidente, c'est un amendement qui assouplit beaucoup trop les conditions de l'instruction en famille, puisque sur les 59 000 demandes qui ont été instruites, 90% ont fait l'objet d'une décision d'autorisation. Il y a des variations selon les académies, je vous l'accorde, mais on a quand même 90% des demandes qui ont été accordées. Je ne peux donc souscrire à votre proposition de modifier le fameux motif 4 en l'élargissant à un projet éducatif personnalisé, parce que ça reviendrait à ouvrir l'instruction dans la famille pratiquement à tous ceux qui le souhaitent. De même, il n'est pas souhaitable d'exclure du champ de l'autorisation les enfants ayant fait l'objet d'un contrôle aux résultats satisfaisants l'année précédente, parce qu'ils n'auraient plus à justifier d'un motif s'opposant à la scolarisation. Enfin, je rappelle que l'autorisation peut être demandée pendant l'année en cas d'urgence, par exemple en cas de menace à l'intégrité physique ou morale d'un élève, ou d'un motif qui survient après le dépôt du dossier, par exemple un motif de santé ou d'éloignement géographique. Le gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Merci. Monsieur Magnier. Oui, ce débat a eu lieu longuement dans cet hémicycle lors de la loi qui a été évoquée tout à l'heure. Il est un peu dommage, effectivement, qu'on revienne sur quelque chose qui avait été assez difficile à mettre en place, c'est-à-dire de faire que l'école, ce soit l'école de la République et non pas l'école des parents. Les parents ne sont pas des enseignants, et même s'ils sont très bons pour inculquer certains savoirs à leurs enfants ou à ceux de leurs voisins, parce que souvent des catégories socio-professionnelles peuvent se permettre ce genre de choses, eh bien, ce n'est pas l'école publique, et ce n'est pas là que la mixité sociale d'abord se retrouve, puisque l'école, elle est aussi faite pour cela, je vous le rappelle, on n'en parle pas beaucoup dans cette proposition de loi. Mais la mixité sociale, c'est quand même l'objectif de l'école publique. Donc l'école à domicile, pour nous, ça n'était pas la vraie école. Et nous avions soutenu d'ailleurs la loi qui avait été voulue par le président de la République dans ce cadre-là, et nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable de l'assouplir. Et je rajouterais simplement qu'aujourd'hui, loin de refuser, il est quand même plus facile d'examiner sérieusement le cas de certaines familles qui le souhaitent et qui le méritent et qui ont besoin de cette éducation dans la famille pour des raisons qui sont évoquées dans la loi. Il est très difficile, et vous le savez comme moi, de contrôler les enfants chaque année qui étaient, les 60 et quelques mille qui étaient en instruction à domicile avant que cette loi soit publiée. Donc je fais partie, et notre groupe fait partie de ceux qui soutiennent ce texte, et il n'est pas souhaitable aujourd'hui de l'assouplir. Merci. Monsieur Vial. Merci madame la présidente. Je vois monsieur Magnier vouloir refaire le match et essayer de gagner sur tapis vert le match qui a déjà été joué et qui n'a pas donné ce résultat-là. On a eu un débat sur l'instruction en famille ici et un compromis a été trouvé à l'époque
pour demander une autorisation avec, en prenant en compte la situation propre de l'enfant permettant cette... Et aujourd'hui, l'éducation nationale, dans un certain nombre de recours, ne parle plus de... Alors je vais reprendre la phrase exacte, ne parle plus de situation propre motivant l'autorisation à domicile, mais de situation particulière justifiant l'autorisation à domicile, ce qui est quand même très différent. On a changé ça dans la loi. On parlait bien de justification. Aujourd'hui, on parle de motivation. On parle de situation propre aujourd'hui et plus de situation particulière. C'est très différent. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, 90% des cas sont autorisés. Oui, parce qu'on est encore dans la vague où les autorisations glissantes sont autorisées jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est au titre du motif 4, c'est 47% qui sont refusés. 47%, pas 10%. 39% après le recours des familles. Et dans les recours, et encore une fois, je le dis, dans les justifications qui sont faites localement par les différents rectorats, on a des interprétations de la loi qui n'est pas ce que l'on a voté ici. Et on n'a malheureusement aucun texte du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas de note de service ou de directive, toutes les consignes ont été données oralement, comme si le ministère attendait que la jurisprudence des tribunaux réécrive ce que la loi a voulu écrire. Donc aujourd'hui, on est ici au Parlement, on a voté un texte, on a trouvé un compromis avec le ministère et avec les collègues parlementaires. Je pense qu'il est dangereux de vouloir laisser soit M. Magnier, soit la jurisprudence réécrire la loi. Et donc, il faut qu'on prenne des dispositions qui soient conformes à ce qui a été voté la dernière fois. Je vous remercie. Merci. Monsieur Brisson. Ce texte devait cliver, c'est réussi. Et nous revenons sur des débats. Nous avons toujours dit, nous sommes constants, nous sommes profondément attachés à la liberté d'enseignement. Et nous étions profondément attachés à un système équilibré depuis Jules Ferry, depuis Victor Hugo, qui avait dit des choses très fortes sur la liberté d'enseignement. Nous avions dit au ministre de l'époque que le texte qu'il nous a proposé ne s'attaquerait pas vraiment au séparatisme, sur lequel nous pourrions être tous d'accord pour lutter contre, mais qui s'attaquerait finalement à des personnes qui ont fait des choix particuliers d'instruction en famille. Et c'est bien ce qui est en train de se produire. Vous avez reconnu vous-même, Monsieur le Ministre, qu'il y a de grandes inégalités selon les académies. Et donc il y a derrière ces inégalités que vous traitez de manière un peu technocratique, il y a des élèves et des familles en souffrance devant des inspecteurs qui, comme l'a très bien exprimé Cédric Vial, vont bien au-delà même de ce que le législateur avait voulu. Parce qu'il se passe exactement ce que nous avions craint, c'est-à-dire que l'administration de l'éducation nationale est une interprétation très restrictive d'un texte parce que la porte a été ouverte. Je suis déçu, Monsieur le Ministre. Je savais de votre prédécesseur qu'il n'y avait aucune chance qu'il nous écoute lorsque l'on parlait de liberté d'enseignement. Je pensais, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre passé, que vous seriez ouvert à cette notion de liberté d'enseignement et que vous entendriez le drame de ces parents et de ces enfants qui sont souvent de bonne foi et qui sont très très loin de ce que la loi qui a été votée avec Jean-Michel Blanquer a mené à lutter contre. Les séparatistes ne craignent pas cette loi. Par contre, ce sont des familles, des braves gens qui sont aujourd'hui en difficulté vis-à-vis d'une interprétation et d'une application trop stricte de la loi, avec en plus une grande inégalité sur les territoires. Merci. Madame la présidente Billon. Merci Madame la Présidente. Alors le groupe Union Centriste va voter cet amendement. En réalité, l'éducation en famille a besoin, comme le démontrera l'amendement qui suit de notre collègue Stéphane Piednoir, de transparence et d'information. Donc les débats ont eu lieu, oui ils ont eu lieu, on a trouvé une position équilibrée. Simplifier de manière administrative me semble une bonne solution. Ça veut pas dire simplifier, ça ne veut pas dire laxisme, ça veut dire juste simplifier de manière administrative. Les contrôles vont persister, ils sont légitimes, mais ils doivent être faits sans a priori. Donc moi je pense que l'éducation nationale gagnera finalement à se poser la question pourquoi il y a de plus en plus d'éducation en famille, parce que pourquoi cette éducation en famille se développe, cette instruction en famille. Peut-être que l'école a quelques failles et que certains trouvent dans cette solution une réponse qu'ils ne trouvent pas dans l'école à certains endroits. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.
Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous sommes restés fidèles à la notion de situation propre. Le Conseil d'État, d'ailleurs, a précisé la portée de la notion. Et donc, je reconnais très volontiers que nous devons en quelque sorte balayer devant notre porte parce qu'il y a des inégalités selon les académies. Il y a des académies plus ou moins, comment dirais-je, ouvertes sur cette question, en particulier évidemment la question du motif 4. C'est d'ailleurs tout l'objet d'un grand séminaire que nous tenons au ministère de l'Éducation nationale le 5 mai pour établir des règles communes en quelque sorte et éviter les disparités entre académies que vous avez justement notées. Par ailleurs, nous avons pratiquement gagné tous les contentieux au tribunal administratif qui se sont accumulés depuis la rentrée. Et donc, on est quand même dans une situation où les tribunaux administratifs nous ont donné raison. Donc, nous n'avons pas d'interprétation qui serait une interprétation trop restrictive de la loi et en particulier du motif 4. Nous devons simplement veiller à une équité territoriale et bien entendu à accepter les demandes quand elles sont fondées. Et d'ailleurs, nous acceptons 90% des demandes en tenant compte des 4 motifs. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je mets aux voix l'amendement numéro 2 qui a reçu un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. L'amendement 46, Monsieur Piednoir. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, suite des conséquences de ce texte confortant les principes de la République, les uns et les autres, nous sommes, j'en suis sûr, régulièrement interpellés sur les conséquences de ce texte. Et concernant l'IEF, l'instruction en famille, alors j'entends plusieurs chiffres de pourcentage d'acceptation et mon collègue Cédric Vial a bien dit tout à l'heure qu'en année glissante, évidemment, on peut arriver au taux que vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, mais qu'en réalité, on constate des disparités extrêmement fortes et qui surprennent d'une académie à l'autre. Alors, ce sont d'ailleurs des conséquences et des écarts que nous avions un tout petit peu prévus, que nous avions fait observer au moment du vote de ce texte. Dans un souci de transparence, c'est un amendement qui ne révolutionne pas, qui ne change pas le régime d'autorisation pour l'instruction en famille, mais qui demande que chaque rectorat publie chaque année le nombre de demandes d'autorisation formulées et celui du nombre d'autorisations accordées. Nous pourrons regarder académie par académie s'il y a des raisons, non pas de s'inquiéter, mais d'aller plus avant dans les considérations des motifs. Et si tout est clair, je suis sûr qu'il n'y aura aucune difficulté à ce que chaque rectorat publie ces chiffres. Je vous remercie. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui est très intéressant parce qu'il consiste à rendre public les demandes accordées et les demandes qui ne sont pas accordées. D'autre part, ça permettra d'avoir un suivi sur de longues années. On sait, ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a des régions académiques où il y a des demandes qui sont accordées, d'autres qui sont refusées. Et puis ça nous permettra aussi sur l'année de voir l'évolution du nombre d'enfants qui sont scolarisés en famille au niveau national. Donc avis favorable. Merci. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Votre demande, Monsieur le sénateur, de publication par les rectorats du nombre de demandes et d'autorisation d'instruction dans la famille, en fait, me semble, comment dirais-je, inutile dans la mesure où toute personne qui ferait la demande et qui fait la demande auprès d'un rectorat de communication des chiffres, à la fois les demandes et les autorisations, peut obtenir ces données sous réserve, bien entendu, des dispositions relatives à la communication des documents administratifs. Et donc, je ne vois pas bien l'objet de cet amendement et je me permets de vous inviter à le retirer. Sinon, l'avis du gouvernement sera défavorable. Merci. Alors, Monsieur Vial. Oui, juste un élément pour dire qu'effectivement, on a besoin de transparence et notamment quand c'est un nouveau dispositif, on a besoin de pouvoir l'évaluer. On l'a dit tout à l'heure sur d'autres mesures et donc on a besoin de ces chiffres. Je me permets d'insister aussi, Monsieur le Ministre, on a aussi besoin de directives.
On a besoin que le ministère de l'Éducation nationale joue son rôle au niveau national et dise et explique aux différents rectorats les règles sur lesquelles il doit se baser pour fixer des autorisations. Vous avez parlé de différences entre rectorats, vous avez raison. Au rectorat de Toulouse, c'est 90% de refus au titre du motif de l'article 4. 90%. Alors, sur le chiffre global, vous avez raison aussi, 90% sont acceptés, mais encore une fois, parce qu'on est sur l'inertie des autorisations de la vague précédente. C'est au titre du motif 4 qu'il faut qu'on puisse prendre ces statistiques. On est à 47%, 39%, je vous disais tout à l'heure, c'est les chiffres du ministère, après les recours, tout recours purgé au titre de l'article 4. 39% de refus. Et on a des fratries qui sont refusées, c'est-à-dire que des enfants sont acceptés parce qu'ils étaient dans la vague précédente, ils font partie des 80% que vous acceptez. Par contre, les petits frères ou les petites sœurs qui, eux, rentrent dans le nouveau dispositif, eux, sont refusés. Alors que les motifs, vraisemblablement, sont à peu près identiques à ceux précédents. Donc, il y a un vrai sujet et je ne veux pas extrapoler, mais on a l'impression que dans certaines académies, on fixe le nombre d'autorisations en fonction du nombre de contrôles qu'on est capable de faire. Et vu que c'est les mêmes inspecteurs qui vont inspecter dans les familles, qui donnent ou pas les autorisations, et ben finalement, c'est eux qui attribuent le travail qu'ils vont se donner dans le courant de l'année. C'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait des directives qui soient claires. On a besoin d'une circulaire écrite du ministère. Aujourd'hui, encore une fois, c'est la jurisprudence qui va remplacer la loi parce que le monde de l'oralité ne doit pas avoir cours à ce niveau dans l'éducation nationale. Je vous remercie. Merci. Monsieur Magnier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, je pense qu'on fait la part belle à quelque chose qui est totalement minoritaire. Bon, 60 000 élèves, nous avons dit, c'était beaucoup déjà, mais par rapport à équivalence, il y a plus de 5 millions d'élèves concernés qui vont à l'école publique, enfin l'école publique ou à l'école privée, mais qui vont à l'école. Ils ne restent pas dans leur famille, ceux-là. Moi, ces questions, c'est du séparatisme. Alors, ce n'est pas du séparatisme forcément religieux, etc. Mais c'est une forme de séparatisme. Je les connais, ces familles qui veulent garder leurs enfants chez elles. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore plus dans la mesure où on a légiféré là-dessus. Et on a eu beaucoup de familles cette année qui se sont manifestées et qui, jusqu'à maintenant, n'en avaient même pas eu l'idée. Plus on va faire de publicité sur cette affaire, plus on va abattre, mettre en difficulté l'école publique. Et ce n'est pas ce que j'avais cru que vous vouliez à travers votre proposition de loi, monsieur le sénateur ou monsieur le rapporteur. Je pense que nous sommes ici pour défendre l'école publique. Ensuite, s'il y a des cas particuliers qui justifient, et il y en a, c'est vrai, que les enfants ne puissent pas aller à l'école. Aujourd'hui, la phobie scolaire est à la mode, hein, à tous les niveaux. Ça va même bientôt être le cas en maternelle. Ça devient une folie. Et sous couvert de phobie scolaire, vous avez des familles qui croient bien faire et qui gardent leurs enfants à la maison. Bien, je suis à peu près sûr que c'est le plus mauvais service qu'elles puissent rendre à leurs enfants. Merci. Monsieur Piednoir. Oui, Madame la Présidente, d'abord en écho à ce que vient de dire notre collègue Jacques-Bernard Magnier, qui dit qu'en fait on ne doit pas s'occuper des minorités au motif qu'elles sont minoritaires dans notre pays. C'est un raisonnement que je réfute quand même. Pour répondre, puisque Monsieur le Ministre m'y invite, à donner un petit peu plus de profondeur ou de poids à ma question, à mon amendement, simplement je relatais les pourcentages qui étaient évoqués par les uns et les autres. Vous avez cité un pourcentage qui est celui de l'éducation nationale, qui est un taux global d'accord au niveau national. Les autres pourcentages, les autres taux qui sont communiqués ici proviennent des associations, proviennent des familles qui justement recueillent des avis négatifs ou positifs et qui font eux-mêmes les calculs. Ce que je demande est très simple. Nous avons un outil administratif dans notre pays qui est, on a l'occasion de le souligner, suffisamment puissant dans notre pays pour que les rectorats soient en capacité de publier eux-mêmes les chiffres. Ce n'est pas incommensurable. Les dossiers ne sont pas en nombre extrêmement important. Donc il me semble que chaque rectorat est en capacité de traiter cette petite statistique par académie. Voilà l'objet de mon amendement, Monsieur le Ministre. Merci. Madame la Présidente Billon. Merci Madame la Présidente. Pour ma part aussi, je conteste ce terme minoritaire parce que lorsque vous avez dit minoritaire, vous avez dit 60 000
élèves. 60 000 élèves, ça veut dire autant d'élèves qui seraient minoritaires et dont on ne s'occuperait pas. Donc bien entendu, nous sommes ici pour défendre l'école, l'instruction de tous ces enfants, quels qu'ils soient. Moi, je voudrais remercier notre collègue Stéphane Piednoir d'avoir déposé cet amendement parce qu'il met en exergue un véritable problème d'opacité de l'instruction en famille. On a besoin, pour l'instruction en famille, de transparence, d'information, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Moi, je voudrais juste vous dire quelle a été ma surprise lorsqu'en 2020, par exemple, il y a eu beaucoup de maires qui ont été renouvelés. Et lorsque j'allais dans les communes, lorsque je parlais des obligations qui sont celles des maires pour l'instruction en famille, ils n'avaient aucune information de ce qu'étaient leurs devoirs et obligations par rapport à cette instruction en famille. Donc oui, il y a de l'opacité. Oui, il faut voter cet amendement de notre collègue Stéphane Piednoir. Monsieur le Président Lafont. Oui, rapidement, Madame la Présidente, pour dire que lors du débat sur l'heure de la République, cet article n'était pas simple pour nous et que nous n'y étions pas favorables au départ. Nous étions attachés au système de déclaration. Nous avons évolué, notamment sur la base d'un certain nombre de témoignages qui nous ont dit que pour lutter contre les phénomènes de séparatisme, il y avait besoin de renforcer le dispositif. Et dans notre esprit, le dispositif a deux cibles particulières, c'est le séparatisme et les dérives sectaires. Pour le reste, ça rentre pour la majorité sénatoriale, ça rentre dans le domaine de la liberté des parents. Et ce que l'on souhaite à travers les chiffres, c'est tout simplement qu'on vérifie que le dispositif mis en place touche bien les deux cibles pour lesquelles nous étions d'accord, à savoir séparatisme et dérives sectaires, mais que ça n'atteint pas à la liberté des parents. Voilà. On sait qu'effectivement sur le territoire, et vous l'avez confirmé, Monsieur le Ministre, il y a des comportements assez différents d'un rectorat à l'autre. Je pense qu'un peu de transparence nous permettrait de mieux appréhender la façon dont c'est mis en œuvre et puis surtout que ça correspond à l'accord qui avait été dessiné à ce moment-là. Alors, je vais mettre aux voix donc l'amendement 46 qui a reçu un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. L'amendement 45, Monsieur Piednoir. Merci Madame la Présidente. Projet de loi principe de la République suite à travers cet amendement, sans revenir à nouveau sur le régime d'autorisation qui avait été finalement adopté, je poursuis mon objectif de rendre les décisions plus objectives, plus justes aussi. Et donc, dans le cadre des contrôles qui motivent en grande partie la reconduction de l'instruction en famille dans l'état actuel, eh bien, il a pour but de vérifier que le motif de l'instruction répond bien à l'un des cas prévus dans ce texte et dans le Code de l'éducation désormais. Ce que je demande, c'est que si l'inspecteur qui a effectué ce premier contrôle et qui donne un avis négatif à la poursuite de l'instruction en famille, ça appelle un second contrôle qui est paramétré, qui doit intervenir dans un laps de temps défini, et bien que ce soit un contrôleur différent. Alors ça paraît pas insurmontable comme mesure parce que c'est quelque chose qui se pratique par exemple pour l'inspection des enseignants. C'est une demande légitime pour éviter parfois des conflits, des conflits de personne à personne. Et donc, ce qu'on demande, c'est que pour un second contrôle, qui va définitivement valider ou pas la reconduction de l'instruction en famille, on ait affaire à un autre contrôleur pour éviter ce cas d'éventuels désaccords. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Cet amendement est aussi intéressant dans la mesure où ça donnera un peu plus de clarté et de transparence. Le fait qu'il y ait un deuxième contrôle qui s'effectue à la demande de la famille nous paraît quelque chose de positif, d'autant que lors de la promulgation de la loi de la République, en tout cas, on avait déjà beaucoup parlé de ce sujet-là. Puis enfin, Monsieur le Ministre, ça aurait pour effet peut-être d'apaiser les relations entre justement les familles et les rectorats. Donc, avis favorable. Merci. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Piednoir, votre amendement est tellement légitime qu'il est déjà satisfait, puisque
En cas d'avis négatif ou réservé du premier contrôle, le vade-mecum que nous avons envoyé au rectorat précise que le second contrôle devra être effectué par une autre personne que celle qui a effectué le premier contrôle. Je suis donc tout à fait en accord avec vous, mais votre amendement, en l'espèce, qui ne relève d'ailleurs pas tout à fait de la loi, mais du règlement, votre amendement n'a pas d'objet et donc je vous propose de le retirer, faute de quoi le gouvernement y sera défavorable, tout en étant d'accord sur le fond, bien entendu, vous m'avez compris. Monsieur Magnier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, simplement, je voudrais revenir sur... Il est bien entendu que je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'occuper de ces enfants, qui, même s'ils constituent une forme de minorité par rapport au plus grand nombre qui va à l'école. J'aime pas beaucoup qu'on déforme mes propos, qu'on fasse dire ce que je n'ai pas dit ou ce que je n'ai pas voulu dire. Excusez-moi si je me suis mal exprimé. Il y a effectivement des besoins, il y a des enfants qui ont des besoins, et il faut effectivement les traiter. Et à travers ce qui a été décidé, ce que la loi aujourd'hui comporte, il me semble tout à fait suffisant de pouvoir savoir si tel ou tel enfant justifie une mesure qui fait qu'il n'ira pas à l'école de son quartier, de son village, et restera à domicile, et si ses parents feront bien le travail qu'ils doivent faire auprès de lui. Entendons-nous bien, et je crois que ce sujet est assez sensible parce qu'il y a des dévoiements, et vous les connaissez comme moi certainement, c'est que certaines familles pensent que les enfants seront mieux protégés, mieux enseignés, vivront mieux s'ils restent chez eux plutôt que s'ils vont se confronter, dès le plus jeune âge, la maternelle, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire ou pas d'ailleurs, avec leur père. Et moi je pense que c'est notre rôle ici, que d'essayer de leur démontrer, de leur faire comprendre, alors sauf lorsqu'il y a des cas qui justifient vraiment des cas pathologiques ou des cas problématiques, que l'intérêt de l'enfant, c'est bien de vivre avec ses pères et non pas de vivre avec ses parents toute sa vie, depuis son plus jeune âge jusqu'à sa majorité. Je ne sais pas, ça paraît la première idée d'un éducateur ou d'un formateur que de savoir qu'on doit aller s'instruire, s'éduquer avec ses pairs. Merci. Alors, je vais mettre aux voix donc l'amendement 45 qui a reçu un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. À l'article 2.